Le gendarme le long des véhicules qui marchent à la vitesse du véhicule. En réalité, ce sont les véhicules des généraux qui commandent les défilés des troupes à pied qui se règlent sur le pas cadencé des gendarmes qui se tapent tous les Champs-Élysées à pied, évidemment. Voilà. Vous voyez, tout le gouvernement applaudit le capitaine de l'équipe de France qu'ils aperçoivent sur notre tribune. Je crois qu'on peut montrer ces images. Mais merci à Gilles Amado. Voilà Bernard Kouchner, voilà, et Madame la ministre de la Justice qui interpelle Didier Deschamps en le félicitant. Peut-être qu'il y aura plus de monde ce matin sur les Champs-Élysées pour suivre le défilé militaire, parce qu'ils imaginent peut-être que vous allez être dans le défilé. Didier aussi, qui est hilar en regardant Deschamps. Dominique Voynet, un peu partout, ministre de l'Environnement. Hier soir, mais... Madame Catherine Trottmann. Les gendarmes qui encadrent les véhicules des officiers dont vous parliez tout à l'heure, c'était les mêmes qui encadraient le bus, le bus des sportifs de l'équipe de France. C'est vrai que je dois leur rendre hommage parce qu'hier, ils ont accompli une tâche extraordinaire. C'était pas évident de maîtriser toute cette foule. Et c'est vrai que j'ai souffert un peu pour eux. On a écourté un peu notre défilé, nous aussi, parce que c'est vrai qu'ils arrivent plus. Ils étaient au bout de leur force un petit peu. C'est toujours impressionnant le pas des chevaux de la garde républicaine sur l'asphalte des Champs-Élysées. C'est impressionnant, c'est majestueux. Le régiment cavalerie de la garde et vous avez vu la dernière unité à cheval de l'armée française. Et cette vue que vous venez de voir, voyant défiler devant vous là, toujours actuellement, la garde républicaine à cheval vient de ces fameuses paluches, ces petites caméras que nous avons fixées sur l'épaulette d'un légionnaire du 1er régiment étranger de cavalerie et sur l'épaulette d'un Saint-Cyrien. Voilà. On verra tout à l'heure des défilés avec les troupes à pied. En attendant, ça rend des images, on voit vraiment au cœur du système là, grâce à cette paluche. C'est comme si on vous mettait, vous Didier, une paluche pour jouer au foot, ça serait plutôt embarrassant, non? C'est pas arrivé encore. Non, mais il faudrait que vous nous autorisiez en 2002, Didier Deschamps, si vous êtes toujours le capitaine de l'équipe de France, ou l'entraîneur à la prochaine Coupe du Monde, de mettre une petite caméra dans votre bulle, comme vous dites, à Clairefontaine. Vous ne serez plus à Clairefontaine, puisque vous serez sans doute basé au Japon ou en Corée du Sud, pour filmer votre intimité, l'envers du décor de la préparation de l'équipe de France. Je crois que Bernard Lama l'a fait d'ailleurs. Oui, il l'a fait pour lui, son compte personnel, mais je crois qu'il y a une personne, c'est Stéphane Meunier, qui s'est occupé de faire un petit film retraçant toute la vie intérieure de l'équipe de France, qui va sortir bientôt et j'ai hâte, parce que c'est vrai que c'est des moments émotionnels très très forts. Très franchement, vous n'apprécierez pas qu'on ait une caméra dans votre intimité? Non, je crois qu'il faut garder. C'est dommage, c'est dommage. Oui, mais il faut pas qu'elle soit gênante. Je crois qu'il y a des choses que le public n'a pas besoin de savoir. La concentration, on a besoin de tranquillité, de sérénité. On n'arrive pas à être champion du monde comme ça, par hasard. Oui. Emmanuel Petit, 10 ans après votre victoire 3-0 contre le Brésil, finalement nous sommes peut-être de bons joueurs de football, de grands joueurs de football. Oui, c'est vrai, je pense qu'il faisait peut-être allusion aux nombreux articles et à la campagne de presse qui avait été faite contre nous un petit peu et qui décriait un peu l'équipe de France. Mais bon, on a prouvé sur le terrain qu'elle avait du cœur, du talent, parce qu'on n'arrive pas à gagner une Coupe du Monde sans talent. Donc c'est une énorme fierté pour tous les joueurs et pour tout le staff technique et médical qui a composé ce groupe de l'équipe de France. Le président de la République est particulièrement souriant. Il a eu l'occasion, grâce à vous, de l'être au cours de ces dernières semaines. Mais ce matin, je pense que quand il va vous recevoir avec l'équipe de France, ça va être aussi la grande joie. Oui, je crois que c'était formidable de voir un président de la République avec une écharpe sauter, encourager les joueurs. Ah, il a fait la Hola. Ah oui, c'était le premier à mettre l'ambiance dans la tribune officielle. Et je crois qu'il a donné un bel exemple pour tous les Français. Il a à sa boutonnière d'ailleurs l'emblème de la Coupe du Monde de football, l'emblème français de la Coupe du Monde. Là ce matin? Oui, ce matin. Ah oui, voilà. Tout à l'heure, on a eu une vue sur le chef d'état-major des armées, Jean-Pierre Kelch, et à un moment donné, la caméra a dérivé sur la boutonnière du chef de l'État, qui est grand croix de la Légion d'honneur, mais tout de suite en dessous. Mais c'est quand même plus gros quand même que la Légion d'honneur. Voyant. C'est plus voyant, oui. Oui, mais il veut bien marquer symboliquement, de toute façon, cette fête engendrée et générée par la victoire de l'équipe de France. Et le commande-car conduit par le caporal Bertin,
crois pas qu'il soit caporal d'ailleurs, non, c'est un gendarme. C'est le gendarme Bertha qu'on a vu tout à l'heure, qui nous faisait part de ses émotions quand il conduit le président de la République, qui a toujours un peu peur de tomber en panne. Même s'il y a un véhicule qui est toujours prêt, là, un véhicule de rechange. Dans ce qu'il y a de formidable aussi et de remarquable, c'est la foi en l'équipe de France qui a habité Étienne Moujotte et Jean-Claude Dacier, qui ont parié quasiment dès le départ, en même temps que Pascal Praud, le journaliste de TF1 qui a suivi les pérégrinations de l'équipe de France, le destin de l'équipe de France jusqu'au bout. C'était un pari, on croyait à cette équipe de France. Oui, c'est bien, je crois qu'on avait besoin de ce soutien, cette ferveur. Il y a des gens qui ont cru en nous depuis de longues années, de longues semaines. Eh bien, on l'a prouvé sur le terrain qu'on méritait cette confiance et je crois que c'est très bien, on est très heureux aujourd'hui. Voilà, le président et son escorte ont dépassé largement maintenant le rond-point des Champs-Élysées. Ils vont arriver dans quelques instants ici, place de la Concorde, où vous allez assister, comme vous l'avez dit Charles tout à l'heure, au fameux quadrille des baïonnettes. Mais auparavant, bien entendu, il y a un protocole à respecter que nous allons vous faire suivre. Voilà, le gouvernement est à peu près maintenant au grand complet. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont pris place aussi sur la tribune, attendent que le chef de l'État arrive, bien entendu, pour s'asseoir. Tout le monde est debout, tout le monde devise. Et le chef de l'État continue à faire des signes à tous les Parisiens et tous les provinciaux et beaucoup d'étrangers qui sont venus à Paris pour la Coupe du Monde et qui assistent pour beaucoup, pour la première fois, à ce 14 juillet, comme Didier Deschamps, à nos côtés. Didier, votre entraîneur Émile Jacquet a été fait ce matin chevalier de la Légion d'honneur. Quelle est la distribution des prix pour les joueurs? Vous ne la connaissez pas? Non, je ne sais pas. Je pense que l'entraîneur, c'est bien qu'il soit reconnu. Il a eu tellement de malheur avant cette Coupe du Monde. On a tellement parlé de lui qu'il a dû souffrir au plus profond de lui-même. Donc il a une reconnaissance éternelle maintenant et j'espère qu'il va en profiter pleinement. Voilà donc l'arrivée du chef de l'État à la Concorde, précédé de la fanfare. Vous voyez, sous les applaudissements, on les entend bien maintenant. Les applaudissements de la foule, c'est sans doute la même que celle qui était hier pour vous suivre sur les Champs-Élysées avec toute l'équipe de champions. C'est possible, ils n'ont pas voulu partir, ils sont restés là, ils ont dormi là. Il y en a qui ont couché cette nuit sur les Champs-Élysées, oui. Et on aperçoit votre famille au balcon du Crillon, là. Hein. Il n'y a que ma femme, mais je pense qu'elle doit se reposer encore. D'accord. Oh, comme elle sait que vous êtes là, elle doit bien suivre à la télévision, nous la saluons. Parce qu'elles ont été courageuses aussi, vos femmes, de vous suivre pendant toutes ces semaines difficiles. Oui, surtout nous soutenir. Je crois soutenir, quand je dis vous suivre, c'est psychologiquement, c'est très important. Et c'est vrai qu'elles sont à nos côtés dans les bons moments, mais surtout dans les durs moments. Et c'est là où on a le plus besoin des vraies valeurs de sa famille. Et de valeurs, on va beaucoup en parler ce matin avec ce défilé du 14 juillet. Le chef de l'État va s'arrêter devant le premier régiment de la garde républicaine qui assure la protection de l'Élysée et toutes les cérémonies présidées par le président de la République. Le 11 novembre, 8 mai, 14 juillet, remise de décoration dans la cour des Invalides ou dans la cour de l'Élysée. Il y a un deuxième régiment de la garde républicaine qui assure les mêmes services, mais pour l'Assemblée nationale, le Sénat, la Défense et le Palais de justice. Avec l'école de Saint-Cyr, ce sont les derniers, les gardes républicains, à porter le shako, qui est l'ancêtre du képi. Le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre, Lionel Jospin, et Alain Richard, le ministre de la Défense, l'amiral Jean Delaunay, chef d'état-major particulier de la présidence de la République. Et tout de suite, après avoir serré les mains des généraux accompagnés par le chef d'état-major des armées, la batterie joue au chant pendant ce déplacement, puis va enchaîner avec la Marseillaise alors que le drapeau s'inclinera.
consulaire de Marengo. Le président passe le détachement d'honneur en revue. Détachement du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, comprenant le drapeau, la musique et 2 compagnies d'honneur. C'est le colonel, le commandant le 1er régiment d'infanterie. Le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Merci, mon colonel. Rend le salut du régiment au président de la République. Le gouverneur militaire de Paris va rejoindre son véhicule de commandement et c'est alors que débutera l'animation au moment même où le chef de l'État accompagné du Premier ministre Lionel Jospin regagne la tribune présidentielle où se tient le gouvernement. Le chef de l'État aura à sa gauche M. René Monnery, président du Sénat. Il n'a pas d'invité d'honneur cette année. C'est nous qui en avons un, oui, avec le capitaine de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Voilà, le président salue le président du Sénat et va saluer le président de l'Assemblée nationale, M. Fabius. Et dans quelques instants, donc voilà, le quadrille des bagnonettes, c'est sans conteste de la Loire l'exercice de maniement d'armes le plus spectaculaire et le plus télégénique de l'armée. D'ailleurs, pour ceux qui étaient déjà à ce rendez-vous en 94, ils ont pu assister au quadrille des baïonnettes. Il est exécuté par une formation de 64 sous-officiers qui sont issus des compagnies d'honneur du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, commandé d'ailleurs par le lieutenant Ribeiro. Vous allez voir, vous les voyez arriver pour cet exercice, les fantassins ont revêtu la grande tenue de service et sont équipés de fusils à baïonnettes nickelées. Et ces fusils à baïonnettes nickelées sont utilisés seulement, bien entendu, dans le cadre des représentations officielles. Alors ce spectacle, on ne va pas parler dessus avec Charles, nous allons nous taire. Ça va être une évolution qui va durer une douzaine de minutes. Vous allez voir, c'est un exercice qui exige maîtrise et majesté. C'est un exercice qui donne aussi le temps aux troupes à pied de se mettre en place. Elles ont commencé d'ailleurs quasiment à défiler au-delà du rond-point des Champs-Élysées. Alors, ce quadrille des baïonnettes a été répété tous les jours ces derniers jours au quartier des Célestins.
qui font rêver les élèves pilotes de votre école, là, qui passent au-dessus de Paris. Tout à fait, la patrouille de France, comme tous les ans, ouvre le bal. Cette patrouille de France, qui est l'ambassadrice de l'armée de l'air et qui reflète tout à fait le savoir-faire et les compétences de l'armée de l'air. Ils étaient juste à l'heure, là, pile poil à la fin de ce quadrille des bagnonettes qui était magnifique. Effectivement, c'est une des qualités du pilote de chasse d'être toujours à l'heure. Alors, ils vont être suivis des 1EF3, là, ce sont les appareils de tout à fait protection. Il est suivi d'un dispositif de l'armée de l'air qui va représenter en gros les 4 grandes missions de l'armée de l'air, qui sont la protection, la prévention, la projection de puissance et la dissuasion. Alors, on aperçoit l'avion AWACS, là. Donc là, vous voyez un avion radar AWACS escorté par 4 Mirage F1CT de la base aérienne de Colmar, qui représente donc la protection de l'espace aérien français. Ces Mirages ont participé à l'opération Épervier au Tchad. Ces Mirages participent encore à l'opération Épervier au Tchad. Ils ont participé à l'opération Cresserelle en Bosnie-Herzégovine et sont capables d'être projetés n'importe où dans le monde, n'importe quand. Les suivants, ce sont les 7 Mirages F1CR. Donc ces Mirage F1 qui sont basés à Reims sont des avions de reconnaissance et ils représentent aujourd'hui la fonction prévention de l'armée de l'air. C'est sur la souveraineté du territoire. C'est-à-dire que ces avions de reconnaissance permettent d'avoir un suivi permanent de toutes les actions militaires qui se passent tout autour du monde. Et là, ce sont les 4 Mirage 2000D. Ensuite, vous allez avoir 4 formations de 4 avions qui représentent la projection de puissance. Vous avez ici 4 Mirage 2000D de la base aérienne de Nancy. Qui ont participé aux opérations en Bosnie. Et puis et les 4 Mirage 2000C qui vont suivre. Et vous volez d'ailleurs sur ces Mirage 2000C. C'est exact. Ce sont des Mirage 2000 de défense aérienne. Et nous sommes basés sur la base aérienne 103 de Cambrai. Ils sont en Arabie Saoudite en ce moment-là. Et ils sont actuellement en Arabie Saoudite pour l'opération Alice en Irak. Alors les suivants, c'est les Jaguars. Vous avez effectivement 4 Jaguars de la base aérienne de Saint-Dizier. C'est l'aviation de la guerre du Golfe, général Germanos. C'est effectivement l'avion le plus célèbre pour la guerre du Golfe. Voilà le 1CR 135 FA, 7 Mirage 2000, 2000N. Donc là, vous avez la force de dissuasion avec les Mirage 2000N comme nucléaire, qui sont porteurs du vecteur nucléaire. Ce sont les remplaçants du Jaguar. Effectivement, ils font partie de la force aérienne stratégique. Alors que les 4 avions britanniques pointent le bout de leur fuselage, Tornado. 4 Tornado, des bombardiers britanniques. Avec une caméra embarquée d'ailleurs à bord du service d'information des relations publiques de l'armée. Donc effectivement, ces Tornados participent aujourd'hui au défilé aérien du 14 juillet dans le cadre du GAE, qui est le groupement aérien européen et qui symbolise un peu la coopération européenne en matière de défense. Ils sont l'illustration de la décision prise par Londres et Paris de créer pour des missions de maintien de la paix un groupe aérien européen. C'est ce que vous appelez le GAE. Le GAE, c'est ça ? C'est exact. Voilà. Ce groupement, d'ailleurs, devrait être étendu à d'autres pays de la communauté européenne. C'est la fin du défilé de l'armée de l'air, maintenant c'est le défilé des troupes à pied qui se met en place, mais les avions de l'aéronavale vont survoler et précéder d'ailleurs les hélicoptères. 20 appareils de l'aéronavale, c'est ce qu'on appelle l'aviation embarquée. C'est exact, tous les avions que vous allez voir maintenant donc, sont des avions qui sont capables de se poser et d'atterrir sur les porte-avions français. Vous avez maintenant 7 super étendards modernisés qui sont des avions d'attaque au sol et d'attaque à la mer. Sont suivis par 4 alizés. Ce sont les yeux des porte-avions, les yeux et les oreilles, qui seront eux aussi remplacés d'ailleurs comme les super-étendards sur le porte-avions Charles de Gaulle par le Rafale Marine et qui seront remplacés par des avions de surveillance électronique plus performants, des Hawkeye. C'est exact, les alizés devraient être remplacés dans un proche avenir par les avions Hawkeye qui sont des avions radars américains. Et là ce sont les hélicoptères, les premiers 4 Lynx qui sont pratiquement sur la plupart des bâtiments porte-hélicoptères. Et les 2 Super Frelons, c'est le plus gros hélicoptère français, le Super Frelon. Tout à fait, donc tous les hélicoptères que vous venez de voir à l'écran sont tous des hélicoptères de l'aéronautique navale. Leurs missions sont différentes. Nous avions des hélicoptères de Search and Rescue,
des hélicoptères d'attaque à la mer, etc., de lutte anti-sous-marine. Nous retrouverons des avions en cours de défilé tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le départ. Alors que le du défilé défilé à des troupes à pied commence sous la responsabilité du général Bernard Lefebvre, qui est un adjoint territorial du gouverneur militaire de l'Île-de-France, le général Billot, qui est sur son véhicule de commandement, accompagné de son porte-fagnon. Vous savez que les généraux, les chefs de l'État, ont une marque auprès d'eux. Cette marque est symbolisée par le fagnon. Alors que Didier Deschamps va nous quitter à l'instant, rester jusqu'au défilé arrière. Il va regarder la suite à son hôtel, là, je crois. Merci Didier et bonne garden partie avec le chef de l'État. Un défilé de l'armée française est plus que toute autre armée un véritable arc-en-ciel, frangé de noir et de blanc. Et arrive bien sûr en tête le noir, symbole d'intelligence et de technique. Le noir était la couleur choisie pour les tuniques des ingénieurs militaires créés par Louis XIV en 1690. Sous l'impulsion de l'ingénieur militaire, le père, le créateur du corps des ingénieurs militaires, Vauban. Les polytechniciens ouvrent comme toujours le cortège parce qu'elle est la première des écoles militaires. Même si ce n'est plus une école militaire comme on l'entend dire souvent, depuis 1970, vous savez que l'école polytechnique dépend des armées, ne dépend plus des armées mais du ministre de la Défense proprement dit. Il forme des cadres scientifiques pour l'État et pour la nation. Et comme c'est la tradition, le drapeau de l'école est porté par le major de promotion Jean-Baptiste Abrier, un Parisien de 21 ans. Alors chaque année, Polytechnique nous réservait un gag. La comice, c'est-à-dire la commission des gags, n'a rien prévu cette année, mon général, comme l'année dernière. Le GENECA, c'est-à-dire le chef de la comice, ils ont un langage codé, a une nouvelle fois reçu un message très ferme du gouverneur militaire. Pas de fantaisie, un défilé ne doit pas en comporter. La kermesse, c'est pour plus tard. Voilà, le colonel Michel André défile une fois de plus à la tête de Polytechnique. C'est un Saint-Cyrien de l'arme blindée cavalerie. Vous remarquez beaucoup de femmes, dont une à la garde au drapeau, c'est-à-dire parmi les 6 premières de Polytechnique, le major étant un jeune Parisien de 21 ans, Jean-Baptiste Abrier. 10% des X choisissent la direction générale de l'armement, 4 ou 5 vont dans la gendarmerie, 4 dans la marine, au total 5% d'une promotion vont dans l'armée, ce qui est très peu. La plupart, pratiquement une majorité, une écrasante majorité, choisit maintenant le civil. Oui, et d'ailleurs sur les 50 grosses sociétés françaises, plus d'une vingtaine sont dirigées par d'anciens X. Et l'école, je le rappelle, a donné aussi à la France 3 présidents de la République. Alors que l'école d'officiers de la gendarmerie nationale de Melun arrive avec à sa tête le colonel Elias, directeur des études. 55% viennent du concours extérieur, les polytechniciens, la queue du cortège des polytechniciens, et l'école d'officiers de la gendarmerie nationale à l'image. Là encore, vous allez remarquer un signe particulier de cette Europe de la sécurité en train de s'organiser. Un capitaine espagnol de la Guardia Civile, tricorne en carton durci, noir, instructeur à l'école des officiers de la gendarmerie française, le voici. Il nous a demandé de ne pas citer son nom par précaution. Oui. Mon général... Sauvegarder son identité en raison des menaces réelles, souvent mortelles, proférées par l'organisation terroriste basque ETA. En général, dans la gendarmerie, aussi, il y a une évolution formidable ces derniers temps, dans la formation en particulier. Oui, tout à fait. Je crois que l'ensemble des écoles, gendarmerie comprises, sont en train d'évoluer justement avec la professionnalisation de la défense pour mieux s'intégrer, pour mieux comprendre les problèmes, y compris de sécurité intérieure, sur lesquels la gendarmerie a un rôle très très important. Saint-Cyr, le major de promotion, là encore, porte le drapeau, Yannick Renard, qui a choisi à l'amphi de sortie, signe des temps, l'arme des transmissions. Habituellement, c'était les parachutistes, la Légion étrangère ou la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est l'arme des transmissions. Comme quoi, là aussi, l'armée de terre
est en train petit à petit de glisser vers une formation et des choix beaucoup plus scientifiques et technologiques. Oui, je pense que c'est une concrétisation et des choix personnels qui là se manifestent. Je crois que là aussi, l'ensemble des officiers qui sortent dans l'armée de terre sont des spécialistes, mais aussi des combattants. Alors, un Saint-Cyrien qui s'appelle Guillaume Dussel a accepté ce matin de fixer sur son épaule cette fameuse caméra paluche. Vous savez, c'est une minuscule caméra qui nous permet de vous donner ces angles de vue originales, cette image que vous voyez en ce moment. Voilà, ça c'est filmé par la paluche, donc qui est sur l'épaulette de Guillaume Dussel. Le général qui commande l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le général Costetois, quitte son commandement cette année. C'est sa dernière année de commandement de l'école. Alors qu'arrive à l'image l'école militaire interarmes, c'est la sœur cadette de Saint-Cyr. Mais à la différence de Saint-Cyr, les élèves de l'école militaire interarmes viennent pour les 2/3 des rangs de l'armée de terre où ils étaient sous-officiers. Et pour le dernier tiers, ce sont des officiers de réserve en situation d'activité, ce sont des orsas. La différence est facile à faire. Pas de casoar, pas de tunique noire, ni de pantalon rouge, mais la tenue classique kaki et le képi qu'on peut d'ailleurs confondre avec celui des tirailleurs. Bleu ciel. Il est très important de voir aujourd'hui concrétisé sur les Champs-Élysées comme les autres années cette formation multiple dont parlait tout à l'heure le ministre de la Défense. Beaucoup d'officiers viennent aujourd'hui des rangs des sous-officiers. Ceci n'est pas nouveau, mais la formation qu'ils ont aujourd'hui est plus complète et beaucoup plus relevée que ce qu'il existait il y a quelques années. Et c'est vrai pour toutes les armes. C'est vrai pour l'ensemble des armées. Le porte-drapeau de l'école militaire interarmes est un sous-lieutenant de 28 ans, Arnaud de Richoux, qui est le fils d'un officier d'ailleurs qui a commandé le 2e étranger. Général Gandouane, c'est le nom de cette promotion, qui a commencé comme sergent dans les tirailleurs marocains en 1920, qui est un héros de la dernière guerre mondiale. Voici l'école navale et sa sœur cadette, l'école militaire de la flotte. Les deux écoles qui n'ont pas la même histoire forment les officiers de la marine nationale. Très bon niveau, l'école navale, recrutement au niveau de maths B et une scolarité de près de 3 ans. Il y a à peu près 75 élèves. L'école navale est installée à Lambouec, au sud de la rade de Brest, sur la presqu'île de Crozon. C'est l'école de Tabarly. Oui, c'est l'une des grandes écoles d'ailleurs qui a le plus résisté aux femmes, hein, l'école navale, hein, résisté à l'entrée des femmes. Mais la digue est rompue depuis 5 ans, à tel point que son drapeau, vous l'avez vu aujourd'hui, est porté par Fabienne Maguet. 3 filles dans les 6 premiers, des Parisiennes et puis des Normandes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le drapeau de l'école militaire de la flotte est aussi porté par un major de promotion, encore une femme, mademoiselle Pomarade. Voilà il y a 3 femmes dans les 6 premières à l'école navale. Alors voilà arrivé l'école de l'air, l'école militaire de l'air, qui sont implantées à la base aérienne de Salon de Provence. On a vu tout à l'heure certains pilotes de Salon passer au-dessus de nos têtes, puisque vous le savez, comme chaque année, la patrouille de France ouvre le défilé. On a pu faire connaissance aussi avec Jean-Sébastien Mac. Vous revenez, je crois, de Slovaquie. Tout à fait, où j'ai fait une semaine d'exercice, un exercice préparé par l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix. Là aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes. L'armée de l'air est confrontée aux défis techniques. Elle doit s'adapter à l'ère de Rafale, le nouvel avion de chasse. Quelle conception, d'après vous, de l'armée de l'air par rapport à la nouvelle armée de terre ? Et de toute façon, l'armée de l'air a toujours été une armée très technique, une armée de spécialistes, puisqu'elle a toujours été confrontée à des matériels de haute technologie. Oui. Là, vous pouvez voir pour la première fois 2 élèves officiers allemands qui défilent parmi les rangs de l'école militaire de l'air. Vous pouvez les reconnaître facilement grâce à leur uniforme. Et qui sont formés à l'école. Ils sont formés à l'école dans le cadre d'échanges qui existent entre les grandes écoles d'officiers. Voilà maintenant l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron et de Bordeaux. Il faut dire qu'avec la fin de la conscription, il n'y a plus de médecins aspirants. Alors pour compenser ce manque de personnel, ces écoles se sont lancées depuis 2 ans dans une campagne de recrutement auprès des médecins civils
en publiant des offres d'emploi même dans des revues spécialisées. D'ailleurs, pour cette année, pour ceux que ça intéresse, il y a 42 postes à pourvoir. Oui, mais le recrutement par la voie directe auprès des civils existe. Elle existe dans l'ensemble des armées, à condition que les niveaux requis soient atteints par les candidats. On a limité aussi cette année les quotas limitant le nombre de femmes ont été supprimés. Hein. Il y a eu la suppression de l'ensemble des quotas, d'ailleurs pour être en conformité avec la loi. Et vous voyez que de plus en plus de femmes rejoignent nos rangs. Elles ont leur place. Je pense qu'il leur appartiendra aussi de participer à l'ensemble des métiers que les armées offrent. Oui, même si la féminisation pose quand même quelques problèmes d'adaptation, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'absentent de temps en temps pour congé de maternité. Non? La nature existe et ce n'est pas moi qui irai contre. Je pense qu'il faut qu'elles assument l'ensemble de leurs responsabilités. Cela se fait dans la vie civile. Il n'y a pas de raison que nous ne nous adaptions pas dans la vie militaire. Alors on reconnaît parfaitement les médecins, les vétérinaires et les pharmaciens du corps de santé à la couleur de leur épaulette, velours cramoisi. Et on voit arriver maintenant l'école des sous-officiers de gendarmerie de Châtellerault, aux ordres du colonel Largeau. L'école de Châtellerault n'accueille pas de jeunes filles en revanche. Ces dernières sont formées dans une autre école, à Montluçon. Alors, il faut dire que la gendarmerie est une arme de sous-officiers. Sur les 100 000 gendarmes, 90% sont des sous-officiers. Alors avec Didier Deschamps, tout à l'heure on parlait de ces gendarmes qui ont renforcé les unités dans les villes organisatrices de la Coupe du Monde de foot. Eh bien ce sont ceux-là même que vous voyez défiler en ce moment sur les Champs-Élysées. Et vous les voyez aussi l'été puisqu'ils sont chargés entre autres du Tour de France pour lequel ils renforcent également les effectifs de sécurité. Oui, la gendarmerie a fait un travail exceptionnel de présence et de sécurité durant toute cette période. Ils sont très applaudis d'ailleurs, hein, en général. Ils le méritent largement. Et puis c'est eux qu'on voit aussi sur les plages, en particulier en Aquitaine. Cela fait partie aussi des missions qui leur sont confiées. Voilà l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexant. Vous savez que ça fait 7 siècles que cette cité du Marais Poitevin a une garnison. Alors, dans l'histoire de l'armée française. Regardez bien, je ne sais pas si on va voir les détails de la tenue, mais depuis longtemps, cette école réclamait une tenue qui corresponde à l'identité de l'école. C'est la première fois qu'il défile avec cette tenue. Elle est coupée dans un tissu couleur terre de France. Je disais tout à l'heure, mon général, que l'armée française est en train de faire sa révolution culturelle et les sous-officiers notamment, puisqu'aujourd'hui, la plupart sont recrutés après l'obtention du bac ou dotés d'un diplôme supérieur civil. Absolument. Je pense que ceci est le reflet aussi de la société française. Je voudrais simplement que vous soyez convaincus qu'aujourd'hui, l'armée n'est pas différente dans sa formation, dans son recrutement, de ce que font les autres Français. Elle est différente dans ses missions qui l'amènent à engager la vie des autres. Alors l'école de Mestrance maintenant, qui est implantée à Brest, c'est l'équivalent d'ailleurs des écoles de sous-officiers pour la marine. L'école de Mestrance assure la formation initiale. Ce sont des scientifiques, techniques, militaires et maritimes, des futurs officiers marinés, de toutes les spécialités de la marine nationale. Et qui eux aussi sont d'un remarquable niveau aujourd'hui. Le drapeau est celui de l'école des Mousses. Et il a été confié à l'école de Mestrance. Mon général Germanos, c'est la fin du juteux, de l'adjudance, convieux, hableur, mousqueteur. Vous savez, l'évolution des mentalités et des situations se fait au cours du temps en fonction de la situation internationale et des exigences. Aujourd'hui, nous avons des sous-officiers qui sont plus instruits. Hier, il y avait des sous-officiers peut-être plus râleurs, plus hableurs, mais à qui on demandait des engagements permanents, constants, et sur lesquels beaucoup ont fait preuve d'héroïsme et ont servi la France. Mais ceci était très exagéré. Le juteux est un terme que j'ai toujours réprouvé. On en a croisé quelques-uns quand même dans nos carrières militaires. Alors ici, c'est justement, puisqu'on parle de carrière militaire, c'est l'école de Rochefort, l'école de formation initiale des sous-officiers de l'armée de l'air. Et cette école va accueillir en septembre prochain les premiers mécaniciens de l'aéronautique navale. Voilà donc une preuve de plus d'une synergie interarmée, la air-mer. Je voudrais insister sur cette notion interarmée. Elle est devenue essentielle aujourd'hui. Elle est essentielle au niveau les plus élevés du commandement. Elle devient naturellement importante au nom de la formation et des économies de formation. Les matériels se ressemblent de plus en plus. Vous savez que certains mécaniciens de cette armée de l'air deviennent des journalistes, hein, mon général.
Ceci existe, je les félicite, ils réussissent pas si mal. Vous voulez parler de Jean-Claude Mercier? Exactement. Effectivement, j'ai bien connu la base aérienne 721 que je salue pour ceux qui nous regardent là-bas, et à Saintes et à Rochefort d'ailleurs. Alors que, à l'image, on peut voir le premier régiment d'infanterie de la garde républicaine, est une unité de prestige, celle qui tout à l'heure rendait les honneurs au président de la République, au Premier ministre et au chef d'état-major. Il est aux ordres, ce régiment, du lieutenant-colonel Vigourou, qui a été fait tout à l'heure d'ailleurs chevalier de la Légion d'honneur. C'est une unité bien connue des Parisiens qui la voient dans l'ensemble des manifestations présidentielles. On ignore parfois aussi que ce sont des gendarmes qui ont une formation de gendarmes et qui font un métier très difficile lorsqu'ils ne sont pas à la parade. Et là, à l'applaudimètre, ils sont quand même dans les premiers, hein, si j'en juge par les applaudissements. C'est la qu'on entend autour reconnaissance de des nous. services qu'ils rendent. Les membres du gouvernement, à commencer par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les connaissent bien, puisque Oui. c'est le 2e régiment de la garde qui a pour mission de garder les bâtiments nationaux et les institutions, et le 1er régiment de la garde, l'Élysée, le président de la République. Les 3 régiments qui vont défiler maintenant le font pour la dernière fois. Dans le cadre des restructurations de l'armée, ils vivent leurs dernières années d'existence et seront dissous à la fin de 1999. C'est un dernier hommage avant de tirer leur révérence à l'armée. Le 14e régiment parachutiste de commandement et de soutien. C'est grâce à ces régiments de soutien et de commandement qu'un chef d'unité, qu'un général peut donner ses ordres, peut correspondre et peut manœuvrer. C'est fut mon régiment de soutien lorsque j'ai commandé la division parachutiste à Toulouse. Je voudrais, en même temps que l'hommage de la nation, lui rendre le mien. Ce sont des hommes exceptionnels qui ont rendu les plus grands services sur tous les champs de bataille depuis très longtemps et encore dernièrement, là où la France a été engagée. Charles disait que c'est un régiment qui est dissous, mais un régiment dissous, il l'est par un décret. Il peut être créé plus tard. Il est dissous, mais il est remplacé par un autre régiment de soutien au niveau de la... C'est-à-dire qu'il ne meurt jamais, quelque part. Parachutiste. Il ne meurt jamais parce que son drapeau, lui, il est toujours conservé. Souvent d'ailleurs dans nos musées, où nous rendons l'hommage qui est dû à ceux qui ont versé leur sang pour la gloire du pays. Ils sont quand même un peu tristes, j'imagine. Il n'est jamais très gai de voir dissoudre un régiment. Il faut simplement comprendre que des évolutions existent. Ces évolutions conduisent à faire une autre armée. Cette armée, je pense, donnera satisfaction à notre pays. Le 403e régiment d'artillerie, avec à sa tête le lieutenant-colonel Pernet, lui aussi sera dissous le 30 juin 1999. C'est un régiment anti-aérien qui est équipé du système d'armes Hawk, que l'on ne voit pas là puisqu'ils défilent à pied avec simplement leurs armes. Ce régiment a aussi, lui, été engagé sur différents théâtres. Là aussi, l'évolution de notre armée, son format qui s'est réduit pour la professionnalisation, conduisent à sa disparition. Mais les artilleurs, eux, ne disparaissent pas et c'est aussi important de considérer que le cadre de cette unité seront remis dans leur spécialité dans les régiments existants de l'armée de terre. Alors, superbe régiment qui lui aussi sera dissous, implanté dans l'Aisne depuis 1993, le 1er régiment d'artillerie de marine, commandé par le lieutenant-colonel Gérard. Ces hommes, il y a peu, étaient en ex-Yougoslavie pour participer à la Fort-Pronu. C'est un régiment qui va disparaître et qui a été créé par le cardinal de Richelieu en 1692. Voilà le 4e régiment du génie, la Valbonne. Le colonel Campiglio défile devant le drapeau et une compagnie mixte composée de personnel engagé et appelé. Le régiment vit lui aussi sa dernière année d'existence. Il sera à son tour dissous. Il est subordonné à la 27e division d'infanterie de bord de terre. Ce régiment a été engagé sur les différents théâtres où il a également beaucoup participé à la lutte contre les mines et en particulier les mines antipersonnelles qui sont aujourd'hui interdites.
Maintenant, ce sont les chasseurs alpins à la tenue blanche. Qui précède la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je trouve que ce 14 juillet, la population est plus chaleureuse que les autres années, applaudit plus facilement. Et les pompiers, eux, font toujours un tabac, si vous me permettez l'expression. Ils sont aux ordres du colonel Alain Gury. Derrière, le drapeau décoré de la Légion d'honneur depuis 1902. Vous savez que ce sont les chouchous des Parisiens, les pompiers de Paris. Ils sont mis à la disposition du préfet de police sur Paris, mais également sur 3 départements de la Petite Couronne. Est-ce que vous voulez savoir que cette année, ils sont intervenus 400 000 fois, je dis bien pas 40 000, 400 000 fois. Ils ont éteint quelques 18 000 incendies et secouru quelques 300 000 personnes. D'ailleurs, je peux dire, certains d'entre eux ont payé très cher puisque 367 d'entre eux ont été brûlés ou blessés dans l'exercice de leur mission, ce qui leur vaut bien les applaudissements nourris ce matin. Je pense qu'ils le méritent largement. Ce sont des unités qui sont totalement dévouées et qui représentent là l'ensemble des unités qui, à travers la France, luttent contre ce fléau qu'est le feu. Mais les pompiers de Paris ont d'autres spécialités puisque partout où il y a un problème important dans la capitale, ils sont présents avec leurs hommes, avec leurs médecins et tout leur dévouement. Suivent les fusiliers marins de Cherbourg. Voici notre composante de la Marine nationale, les fusiliers marins, en effet, avec son drapeau, celui de la demi-brigade des fusiliers marins basée à Cherbourg et à Houille. De tout temps, la marine a formé des unités de marche pour prendre part au combat à terre. Elle représente aujourd'hui un ensemble de 2000 hommes. Ce sont des hommes qui gardent les bases. Ils ont été commandés il y a longtemps par l'amiral Ponchardier, l'auteur des romans policiers, du fameux Gorille. Mais leur mission est une mission qui n'est pas toujours simple. Cette mission de garde est de plus en plus importante, bien entendu, compte tenu du développement des menaces. Ils ont un rôle important dans les ports en particulier. Alors qu'apparaissent les commandos marines, le commando Jaubert, basé à Lorient. Il y a 5 commandos marines. Tous sont des commandos d'assaut, sauf le commando de nageurs de combat Hubert, stationné à Toulon. Ils sont parfois confondus avec la Légion étrangère à cause de leur béret vert, mais qu'ils portent pourtant à l'anglaise, c'est-à-dire penchés à gauche. Les commandos marines, comme les autres troupes, participent à de nombreux exercices interarmés. Et je pense que là aussi, ils ont beaucoup aidé à cet esprit interarmé qui doit régner aujourd'hui dans notre défense. C'est le capitaine de corvette Daniel Ratier qui commande le commando Jaubert. Vous disiez qu'ils ont participé à de nombreuses opérations. Je les ai vus évacuer Yasser Arafat en 83 alors qu'il était coincé par les troupes syriennes à Tripoli. Depuis, ils ont participé à de nombreuses missions humanitaires, en particulier des missions de paix. On vient maintenant la compagnie groupe amphibie avec à sa tête lieutenant de vaisseau Pierre-Henri Janin. Il s'agit de transport de chalands, de débarquement. Ils ont participé notamment à la mise en place et au retrait du bataillon français en Albanie. Oui, ce sont des gens, des marins qui sont en permanence eux aussi engagés sur l'ensemble des territoires. Ce sont des gens dont le dévouement est exemplaire et dont la qualité technique sont remarquables. Ils correspondent bien donc au thème d'aujourd'hui, à la force de projection interarmée. Ils y participent pleinement. Viennent ensuite la compagnie frégate Courbet, dite de type Lafayette. C'est la frégate que toutes les marines du monde entier nous envient. Hein. Elle est furtive, elle échappe au radar, elle est difficilement repérable. Elle est à Toulon. Et ce qu'on nous envie aussi, c'est la qualité des hommes qui arment ces bateaux et leur formation qui est totalement aujourd'hui adaptée à la modernité. La frégate, d'ailleurs, la frégate furtive a été la star du dernier James Bond, hein. Golden Age. Oui, mais elle est souvent employée dans des conditions plus dramatiques. Voici maintenant l'aviation, la base aérienne 128 de Metz, qui vient d'intégrer un nouvel escadron Rescue,
qui veut dire sauvetage pour ceux qui parlent anglais, bien sûr. C'est exact. Il s'agit notamment de récupérer des pilotes qui seraient éjectés de leur appareil en cas de pépin. Ils utilisent une balise de détresse qui se trouve sous le siège du pilote, qui s'éjecte, hein, c'est ça, mon capitaine? Tout à fait, oui. Alors une fois à terre, vous n'avez plus qu'à vous cacher et attendre qu'on vienne vous chercher après. Une fois à terre, on se cache, on essaie de contacter cet hélicoptère qui vient nous rechercher normalement de nuit pour éviter d'être détruit par les forces ennemies. Et en mer, si vous tombez en mer? On vole toujours avec un canot de sauvetage. Il suffit de récupérer ce canot de sauvetage, de se hisser à l'intérieur et d'attendre les plongeurs sauvetages. sous-marins qui viennent vous chercher. Exactement, qui viennent nous chercher en hélicoptère. La base 709 à présent, commandant Ménard de Cognac. La base 709 de Cognac s'est mise dès 96 dans l'optique de la professionnalisation, en lancement elle aussi une campagne de recrutement local. C'est une sorte d'ANPE qui assure à des jeunes sans emploi une formation très solide qui vont leur permettre de s'intégrer ensuite. Ils auront un job et plus, je crois qu'on leur offre une aide à la reconversion. Et voici la police nationale et ses 4 écoles. La police en force cette année au sein du défilé militaire. 374 policiers issus des 4 écoles de police. Jamais un aussi grand nombre de policiers n'ont descendu les Champs-Élysées. Madame le commissaire, Comment vous dire Madame la commissaire? Ça vous embête pas qu'on vous appelle là? Pas du tout. Au contraire, j'ai tellement été appelé Monsieur Le. Vous préférez t'appeler Madame la quand même? Absolument. Marie-France Monéger, c'est votre nom. Vous êtes commissaire divisionnaire. Commissaire divisionnaire, oui. Pourquoi autant de policiers cette année et comment le prennent ces mêmes policiers? Écoutez, les policiers sont très heureux de défiler sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. C'est la reconnaissance de l'action qu'ils ont tout au long de l'année. Ce sont donc 4 écoles qui défilent sur la trentaine d'écoles que compte la police nationale. L'école des commissaires de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, l'école nationale supérieure de police qui passe là. D'ailleurs, Ils ont une tenue particulière. Alors ils ont une tenue particulière, ils portent l'écharpe qui est le symbole de l'autorité civile et l'épée qui est le symbole également de l'autorité, notamment en maintien de l'ordre. Alors je voudrais avoir l'école nationale supérieure de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dont vous êtes l'une des anciennes élèves, qui forme les commissaires, Bac plus 4, l'école nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse, qui forme les inspecteurs. Non, elle forme les officiers de police. Les lieutenants, les capitaines et les commandants de police, voilà. Depuis la réforme, c'est ça. Et puis il y a l'école nationale de police de Paris, la plus ancienne des 3 écoles. Elle existe depuis quelle année? Depuis une trentaine d'années. Oui. C'est là que sont formés les gardiens de la paix. Voilà, les gardiens de la paix sont formés dans les écoles nationales de police. Là, vous en avez 2, l'école de Paris et l'école de Draveil. Et on forme là les adjoints de sécurité. Alors, à Draveil, nous appelons les adjoints de sécurité. À Draveil, nous formons les adjoints de sécurité qui sont les emplois jeunes de la police nationale. Nous en recruterons 20 000 en tout d'ici l'an 2000. Il s'agit de jeunes gens de moins de 26 ans qui ne sont pas des policiers, mais qui sont destinés à aider la police dans ses missions, notamment d'accueil, d'îlotage, enfin la police de proximité en général, et qui doivent amener la police à être plus proche du citoyen. Leur jeune âge devrait être un atout particulier. Et c'est une femme qui défile à leur tête. Voilà, c'est une jeune femme. pas le nombre de galons qu'elle peut avoir, c'est un lieutenant. Elle a 2 galons, c'est un lieutenant, le lieutenant Sanchis de l'ENP de Draveil. Ce sont chaque année ces hommes qui vont devant des vacanciers amateurs d'alpinisme, qui prennent souvent des risques. Alors notre métier est un métier très riche, il doit y avoir 100 métiers de policiers différents. Et effectivement, nous sommes présents sur les plages, à la montagne, dans la ville, dans tous les quartiers. Ce qui a amené d'ailleurs un sourire sur les lèvres du chef de l'État et du Premier ministre qui ont entendu Elisabeth Guigou applaudir à tout rompre le passage du lieutenant de police qui commandait l'école de Draveil et qui se sont tournés vers le ministre de la Justice en saluant son enthousiasme. Oui, oui. D'ailleurs, le détachement qui a défilé aussi tout à l'heure de la police de Paris, il s'appelle Michel Boulan, du nom justement d'un capitaine qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour sauver 2 hommes en montagne. Tout à fait. La Légion étrangère. Cette année, 160 ans d'existence, traditionnellement que des défilés à cause de leur pas plus lents que les autres. Les légionnaires avec en tête de colonne les sapeurs. Ils portent la hache, le tablier
de buffle et les gants blancs. Oui, c'est une coutume qui vient de la grande armée de Napoléon à la Légion, et seulement pour les pionniers qui pérennisent ainsi l'image du légionnaire bâtisseur, la barbe et la moustache sont obligatoires depuis 1844. Un Tunisien les commandait jusqu'à présent, un Espagnol lui a succédé, aujourd'hui c'est un Italien, le sergent-chef Buccafourni. Pas de Légion sans la musique, pas de musique de la Légion sans son chapeau chinois, qui est porté d'ailleurs par un légionnaire d'origine asiatique. Mais il faut savoir que le chapeau chinois a été en réalité emprunté aux Turcs. D'ailleurs, si vous allez à Istanbul, la musique de tradition de l'armée turque des janissaires, vous pouvez voir le chapeau, qui s'appelle le chapeau chinois aussi, et qui porte au sommet de son pavillon de cuivre le croissant de l'islam, la Légion a remplacé par la flamme. Perspective du chapeau chinois, ensuite derrière la musique principale de la Légion étrangère, le drapeau du 2e régiment étranger de parade. Le 2e régiment parade de la Légion, commandé par le colonel Benoît Pugat, lieutenant à Kolwezi au Zaïre, capitaine à Beyrouth à 82, alors que la Légion a assuré la protection de Yasser Arafat cerné par les troupes israéliennes. C'est le plus gros régiment de l'armée française. C'était 1400 hommes. Il a participé à l'évacuation de Brazzaville en 97. Hein. C'est-à-dire au moment où le Congo-Brazzaville s'enflammait, ce régiment a été engagé et a participé à l'évacuation avec l'armée de l'air et un certain nombre d'autres unités. Avec les gendarmes. Et les gendarmes, bien entendu, qui étaient présents et qui sont restés présents avec l'ambassadeur jusqu'au bout à l'évacuation de près de 4000 étrangers de Congo-Brazzaville. Alors le 2e REP sera réduit à 1000 hommes selon le nouveau format des régiments composant des brigades. La Légion étrangère, pourtant troupe professionnelle par excellence, va donc perdre 800 hommes. La Légion étrangère va légèrement diminuer, effectivement. Elle voit quand même la création d'un régiment du génie qui va s'installer sur le plateau d'Albion à la place des unités qui étaient de l'armée de l'air. Quelle est la place de la Légion dans une armée de professionnels La Légion est une unité professionnelle depuis très longtemps, qui a totalement sa place et qui la prend, et qui peut être aussi un exemple pour ceux qui sont en cours de professionnalisation. Le colonel Pugat commandant le 2e REP. Un héritier du capitaine Bonelli. À une compagnie du REP s'ajoute un escadron du 1er régiment étranger de cavalerie basé à Orange et commandé par le colonel Patrick Collat des Francs. Facile à reconnaître avec ses moustaches gauloises. Son étendard est porté par un officier lui aussi francophone et sa garde, composée de Français et d'Autrichiens. Voilà la caméra, la petite caméra qui est portée sur l'épaulette du brigadier Werner, un légionnaire d'origine polonaise. C'est le seul régiment blindé de la Légion étrangère. Oui. La Légion qui passe devant nous est aussi, avec la 9e DIMA que nous allons voir après, l'exemple d'une professionnalisation qui est en cours et qui va se poursuivre.
Voilà ce défilé modèle 98 sur les Champs-Élysées, envahi de Parisiens, de banlieusards, de régionaux, d'étrangers, beaucoup de monde pour applaudir ce défilé. Comme hier d'ailleurs, on a pu applaudir l'équipe de France de football. Et malheureusement, il y a eu quelques incidents, vous le savez, Madame le commissaire. Et il y a eu 3 de vos collègues qui ont été renversés au cours d'une de ces manifestations, pourtant qui auraient dû être joyeuses simplement. Effectivement, c'était la messe sur les Champs-Élysées, mais un certain nombre de commissaires qui devaient défiler aujourd'hui ont été renversés par une voiture. Je voudrais profiter de l'occasion pour leur souhaiter un excellent rétablissement. Oui, d'autant que Charles me rappelle qu'il y a eu 80 personnes de blessées, dont 10 grièvement. Tout à fait. Ce qui devait être la fête a malheureusement été pour certains un soir de douleur. Et nous y pensons. Le clou du défilé sera dans quelques instants la prestation de la 9e division d'infanterie de marine, dont le PC, le poste de commandement, est à Nantes, précédé par l'escadron motocycliste de gendarmerie départementale. Vous savez, cette unité motocycliste, ces unités motocyclistes sont celles que l'on voit en ce moment même pour ceux qui sont en vacances sur les routes, les autoroutes. Ils sont chargés bien sûr de fluidifier la circulation en cas de bouchon, mais aussi ils font la chasse aux chauffards et aux conducteurs imprudents. Et d'ailleurs, on a enregistré au cours de ces derniers jours des accidents supplémentaires par rapport aux autres années en raison de la vitesse et de l'alcool. Alors attention, on les appelle les anges de la route, c'est vrai, qui servent d'abord à sauver des vies. Et pendant que cet escadron motocycliste de la gendarmerie départementale, qui couvre 3 circonscriptions, Paris, Orléans et Dijon, on voit apparaître dans le ciel de Paris les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre. On va les voir dans quelques instants grâce aux caméras de Gilles Amado. Voilà, les voilà. Et à la tête de ce premier régiment d'hélicoptères de combat, le lieutenant-colonel Hugues Brastel. Alors, il y a une caméra embarquée dans les hélicos, mon général. Ce sont des unités qui, dans les missions nouvelles qui nous ont été données, la projection, la mobilité, mais aussi la protection, vont avoir un rôle très important en complément des différentes unités qui sont, elles, au sol, mais aussi avec les unités de l'armée de l'air et de la marine. Alors là, on voit des gazelles qui sont équipées de missiles Hawk et qui sont suivis de 6 hélicoptères Puma. Et le dernier est un Cougar. Ce sont des hélicoptères de transport qui, comme je le disais, sont nécessaires à la mobilité des forces. Voilà donc là qui ouvrait ce défilé motorisé. Ce défilé motorisé dirigé par le général Bernard Torrette, commandant la 9e division d'infanterie de marine. Et qui sera le successeur du général Raymond Germanos demain. À partir de demain, c'est lui qui prend le poste de chef de cabinet militaire du ministre de la Défense, Alain Richard. Et je m'en réjouis. Voilà, on le voit à l'écran. Le général Torrette est un homme d'expérience qui a participé à de nombreuses opérations et qui commande la 9e division d'infanterie de marine de façon absolument remarquable. Comme vous, il connaît bien l'Afrique. Il a une expérience exceptionnelle. La 9e DIMA illustre ce qu'on appelle la force de projection, c'est-à-dire l'envoi à l'extérieur de la France d'une force capable de partir rapidement et d'être autonome, au moins sur le plan tactique. Oui, et je pense qu'à un moment où la vitesse doit primer dans les actions extérieures pour éviter le développement et la contagion, cette division symbolise bien ce que veut faire l'armée de terre, des modules qu'elle a mis sur pied, que le chef d'état-major de l'armée de terre a voulu mobile, puissante et rapide. Cela fait partie donc de leur nouvelle mission, mais comme aucun des pays européens n'a assez de ressources pour faire cavalier seul, que l'armée de masse est en plein déclin et donc en pleine cure d'amaigrissement, les Européens sont incités à coopérer entre eux. Il faut ajouter que ces missions sont assez délicates et qu'il vaut mieux être à plusieurs pour ne pas être accusé d'impérialisme ou de colonialisme, surtout quand on a un passé impérial comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Italie. Oui, les nombreuses
actions du ministre de la Défense en direction de ses homologues européens visent justement à créer une motivation pour des engagements communs lorsque cela est nécessaire. Alors voici la gendarmerie prévôtale, c'est une compagnie de 4x4 Peugeot P4 qui défile avec à sa tête le capitaine Saunier. Vous savez ce qu'est peut-être la gendarmerie prévôtale. En police générale, ce sont des gendarmes qui sont chargés de faire respecter par les militaires français les lois et les règlements en vigueur en France et dans le pays d'accueil, où est projetée justement la force de projection, comme la 9e DIMA, qui est l'héritière de la grande 9e division d'infanterie coloniale qui s'est lestrée, qui a payé un énorme tribut à la victoire de la France, en tout cas des forces françaises participant à la Deuxième Guerre mondiale en 44-45. Et qui a continué ces derniers temps à payer un tribut lourd, en particulier en Yougoslavie et sur les différents territoires où elle a été engagée. Alors maintenant, c'est l'escadron d'éclairage qui arrive. Ah, encore la paluche. Encore une caméra embarquée à l'intérieur d'un char. Oui. Ce matin, voici l'escadron maintenant d'éclairage et d'investigation de cette 9e DIMA. C'est le capitaine Guillain des Pointes qui défile en tête de l'escadron sur les véhicules blindés de reconnaissance, capable de résister aux armes de petit calibre et aux mines de faible puissance. L'escadron d'éclairage d'investigation est équipé de radars. Transit, c'est rapide, furtif, avec ses véhicules blindés. Il est l'outil privilégié, quoi. Il renseigne, c'est ça. Il est souple, léger. Et puis ce sont des engins remarquablement robustes qui ont d'ailleurs été engagés au moment de la guerre du Golfe en même temps que des matériels plus lourds et qui ont donné entière satisfaction. Tous les troupes de marine qui défilent devant vous, les marsouins, comme l'on dit, appartiennent au 1er régiment d'infanterie de marine, dont le chef de corps est le colonel Philippe Renard. Les engins que vous voyez passer sont des AMX-10 CRC, qui ont une cadence et une précision de tir au but flèche extrêmement précises. Précises et leur mobilité en font des cibles pas très faciles à toucher. Ceci correspond bien à cette notion de projection dont nous parlions tout à l'heure. Encore un régiment d'infanterie de chars de marine, dont le chef de corps est le colonel Pierre-Richard Cohn, qui défilent eux aussi sur des engins blindés roues-canons AMX-10 RC. Vous avez sûrement rencontré certains de ces soldats dans les rues puisqu'ils ont participé eux aussi au plan Vigipirate et en renforçant notamment le dispositif de sécurité mis en place dans les 10 villes françaises organisatrices de la Coupe du Monde de football. Ils reviennent de Bangui. Ils participent presque tous ces régiments de marsouins qui passent devant vous, de toute façon, sont très souvent impliqués dans les forces de projection, les opérations à l'extérieur, au Tchad, en ex-Yougoslavie, un peu partout sur les terrains où la France, en même temps que les Britanniques, les Italiens et d'autres forces européennes, y compris maintenant depuis 2 ans des forces allemandes de la Bundeswehr, participent donc à ces fameuses forces de projection. 2e régiment d'infanterie de marine, le colonel Philippe Roisin, qui défile à la tête de 26 véhicules de l'avant blindés, ce qu'on appelle des VAB. Ce sont tous des très beaux régiments de professionnels. Vous savez que les troupes de marine, on a parlé tout à l'heure des 800 postes que perdait la Légion, mais les troupes de marine en perdent 3000, ce qui est un paradoxe. D'ailleurs, parce que ce sont de véritables unités de professionnels. Au moment où l'armée de métier va naître, on comprend relativement peu que autant de régiments aussi glorieux et aussi professionnels disparaissent. Alors, il faut surtout comprendre que lorsque nous construisons une armée professionnelle, il faut que toutes les composantes de cette armée soient représentées. Ceci demande un travail extrêmement précis qui est conduit par l'état-major des armées sous la direction du général Mercier et qui conduit à organiser cette armée de terre, comme l'ont d'ailleurs été la marine et l'armée de la mer, pour une plus grande efficacité avec des effectifs plus réduits. On a vu à l'écran le colonel Pierre de Jong, qui est le chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, qui a été pendant près de 10 mois l'aide de camp de M. François Mitterrand et pendant 2 ans celui de son successeur, Jacques Chirac.
Il y a une grande tradition au 3e RIMA qui a une forte implantation bretonne. C'est un cornemuseur ou un cornemusier, un cornemuseur plutôt, un sonneur. Le régiment ne s'ébranle qu'après 10 minutes au moins de sonnerie. À la cornemuse, c'est toujours un servant breton. Ça rappelle un peu le débarquement de Normandie. Une cornemuse sonne. Il y a des traditions dans beaucoup de nos unités auxquelles elles sont attachées, qui apportent une unité supplémentaire. Les gens s'y retrouveront. Difficile d'entendre une cornemuse avec l'orchestre ce matin. Ah non, avant que les blindés ne se mettent en marche. Tout à l'heure, à la place de l'Étoile, pendant 10 minutes, la cornemuse sonnait. Non, nous ne l'avons pas vu en tout cas à l'écran. Le 11e régiment d'artillerie de marine, commandé par le colonel Philippe Bonnet, avec ses canons de 155 mm, canons à grande cadence de tir, canons branchés sur des batteries informatisées. Oui. Ceci montre les grands progrès qui ont été effectués et surtout l'adaptation de notre armée à la guerre moderne. Alors là, Jean-Claude, c'est un détachement air. Vous savez que l'armée de terre et l'air et l'armée de l'air ne se quittent jamais. Il n'y a pas d'opération possible sans la participation de l'armée de l'air. C'est la première fois que ce matin, un détachement air participe au défilé blindé motorisé. C'est d'ailleurs, je crois, mon général, l'illustration même de la force de projection interarmée avec l'armée de terre et l'air réunis. D'ailleurs, ce détachement se compose de 3 unités. On les voit arriver là derrière. Oui. Voilà, on voit les tenues bleues qui arrivent. Ceci témoigne bien de la volonté exprimée par le président de la République et le gouvernement que le ministre met en œuvre aujourd'hui de privilégier l'interarmée, car aujourd'hui, sans interarmée, il ne sera pas possible de travailler à l'extérieur, en particulier avec nos amis européens ou américains. C'est le lieutenant-colonel Éric Melfer que vous voyez, commandant second de l'unité qui défile en tête avec divers véhicules que vous allez découvrir, légers. Il y a des camions, des groupes de télécom, des véhicules lourds, des véhicules de transmission. Voilà donc ce détachement air qui défile pour la première fois à l'occasion d'un 14 juillet, qui défile pour la première fois, bien entendu, avec des véhicules. D'habitude, les aviateurs, on les voit plutôt dans les airs. Oui, mais ils sont sur tous les théâtres aux côtés des gens qui sont engagés sur le sol. Ceci, c'est la protection des bases, ce sont des missiles Crotale solaires qui assurent la protection des postes de commandement, mais surtout des bases aériennes. Et vous avez là les missiles solaires très courte portée, les SATCP, qui sont d'une redoutable efficacité contre les avions. Ensuite, c'est le 6e régiment du génie, le colonel Jean-François Grosse qui défile en tête du régiment. Comme tous les régiments de génie, ils ont toute une panoplie de véhicules divers adaptés pour rendre possible l'avancée des troupes. Vous allez le voir, des engins d'aménagement de terrain, traitement d'eau, franchissement de cours d'eau. C'est en quelque sorte, si j'ose dire, la boîte à outils de l'armée. Oh, c'est surtout de grands spécialistes qui sont indispensables sur des terrains coupés ou sur des terrains difficiles. Mais d'ailleurs, ces hommes que vous voyez défiler devant vous ce matin étaient dernièrement sur les bords de la mer Noire, dans le cadre d'opérations d'entraînement interalliés. Le 6e régiment de génie a distribué là-bas, figurez-vous, 5000 livres de classe, 5000 livres d'école, provenant d'ailleurs de plusieurs écoles françaises de la région d'Angers. Alors ils les ont distribués dans plusieurs établissements scolaires de Roumanie, où le français, il faut le souligner, est la 2e langue du pays. Et qui est très pratiqué et où nos amis roumains sont toujours à l'affût de ce qui vient de la France et de ce qui peut rappeler notre culture. Le 9e régiment de commandement et de soutien aux ordres du colonel Daniel Volo. C'est un régiment qui va être dissous aussi, celui-là. C'est un régiment qui est indispensable, lui aussi, à la bonne marche de la division d'infanterie de marine que nous avons vu défiler devant. Voilà, c'est lui qui livre du carburant, qui livre des munitions, qui livre des vivres. C'est un peu le nerf de la guerre, quoi. C'est essentiel, c'est le courant logistique indispensable aujourd'hui au moment des interventions. D'ailleurs, une belle devise, ce 9e régiment, je parviendrai.
et il est parvenu là où il a été engagé. Il a aussi c'est un bataillon médical qui est capable de traiter les urgences, quoi. Oui, dans ce cadre-là, il faut souligner le rôle très important du service de santé, car tout militaire engagé veut savoir qu'il peut être soigné dans les meilleures conditions. Ça lui libère et son courage et son esprit. Je voudrais en profiter pour dire un mot sur les réservistes. Les réservistes participent à l'ensemble des formations que vous avez vues passer devant nous dans les différents postes qui sont de leur spécialité. Demain, nous aurons une réserve plus compacte, mieux adaptée, qui rendra les meilleurs services pour une armée professionnelle. Aujourd'hui, elle est diminuée, mais en nombre, mais elle est augmentée en qualité. Et voilà, on les a vus tout à l'heure à pied. Les voici avec leur véhicule d'intervention, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous savez qu'avec celle de Marseille, ce sont les deux grandes unités de pompiers professionnels en France. Dans leur encadrement, il y a des officiers professionnels sortant des grandes écoles, comme des Saint-Cyriens. Leur véhicule est très caractéristique de l'accroissement et je dirais de la diversification des risques urbains. Il y a un accessoire que l'on ne voit jamais dans les défilés dont les pompiers sont équipés, ce sont les tenues NBC pour éviter les contaminations, notamment nucléaires, mais pas seulement, bactériologiques et chimiques. Les pompiers regrettent un peu, Jean-Claude, de ne plus adresser le dernier salut aux Parisiens, puisqu'ils vont être suivis d'un défilé aérien et de la fanfare de la garde républicaine. Mais ils défilent deux fois quand même ce matin. Ils se font applaudir deux fois. Hein. Une fois à pied, oui. Et là pas à cheval, armes... puisque c'est la garde républicaine, qui est le dernier d'ailleurs, la dernière grande unité à cheval de l'armée française, mais portée, comme on dit, les pompiers portés, c'est-à-dire un véhicule. Alors on voit arriver la garde républicaine, mais au-dessus, le capitaine Mac est toujours avec nous. Il y a le défilé aérien en même temps, le défilé aérien final que l'on voit ici. Alors ça c'est le défilé projection de force. Hein. Il y a des Transal, des Hercules. C'est exact, en juillet cette année était la projection des forces et donc les avions de transport de l'armée de l'air sont une composante essentielle pour la projection de ces forces puisqu'ils permettent d'acheminer du personnel et des matériels partout dans le monde dans des délais très courts. Oui. Pas de projection sans avion de transport. Hein. Bien évidemment, hein. Ces avions sont capables de se poser sur des terrains sommaires, non aménagés, sont capables de se poser en territoire hostile. Il s'agit de 9 appareils donc, qui survolent le ciel parisien pour ce défilé de clôture, Charles. D'avions de transport, vous avez le C-160 Transal, que vous pouvez reconnaître à ses deux hélices, et le C-130 Hercule à ses quatre hélices. Là, tu peux peut-être avoir de bonnes images avec les repositionnés sur les tables. Dernier régiment de cavalerie existant en France, l'un des derniers du monde, avec la cavalerie montée de la reine Elisabeth d'Angleterre, alors que les avions survolent l'île de la Cité, sur Paris. Voici la garde républicaine à cheval. 515 chevaux pour 3 escadrons de marche, un escadron hors rang et un centre d'instruction à 72 sapes. Les casques et les cuirasses sont tous faits à la main, comme les selles et les harnachements. Les bottes des cavaliers sont toutes en cuir épais, faites sur mesure par l'un des derniers maîtres bottiers de l'armée française. D'ailleurs, le président de la République, tout le gouvernement, tout le monde est debout dans la tribune officielle pour voir passer la garde républicaine à cheval. La garde républicaine à cheval avec son étendard. Les différentes couleurs des chevaux, alezan, baie brun,
Le ciel nous a préservé de la pluie. C'est un moment délicat en général lorsqu'il pleut pour les chevaux de la garde républicaine. Et pour les avions aussi. C'est vrai que le plafond est en bas, non pas à cause de ce plafond bas, Non. les avions ne décollent pas, mais parce que l'éclatement des escadrilles risque de faire courir un danger certain pour la tour Maine-Montparnasse. C'est la raison pour laquelle en général on réduit les escadrilles. Le soleil participait donc aussi ce matin à ce 14 juillet, comme il était présent hier, pour la promenade de l'équipe de France sur les Champs-Élysées. Le président de la République va dans quelques instants, alors que disparaissent la garde à cheval, la garde républicaine à cheval, aller donner ses impressions au gouverneur militaire de Paris, responsable de ce défilé, gouverneur militaire de l'Île-de-France, accompagné de son porte-pavillon. Vous savez que chaque chef a son porte-pavillon, c'est sa marque. Aux côtés des autres pavillons qui flottent au mât du navire amiral, il y a le pavillon qui est la marque de l'amiral. De la même manière, dans l'armée de terre, un général commandant en chef a son fanion, et celui qui le porte est un sous-officier prestigieux, du moins en règle générale le plus décoré, qui symbolise le corps des sous-officiers. Souvent, c'est un major, c'est-à-dire l'élite. J'espère qu'on va entendre ce que vont se dire les deux hommes. S'il y a un micro.